Cette vidéo est sponsorisée par Displate. David, Jérémy, Lou, est-ce que vous m'en recevez toujours? Positif. Non, gros con, on dit affirmatif. J'ai oublié. Oui, enfin on pourrait dire oui, hein, juste. Est-ce que vous me recevez? Oui. Quoi? Bon, ils me reçoivent. Comment se passe la progression sur la planète Displate? Oh bah écoute, on est sur un climat plutôt doux. Après, pression atmosphérique, bon, c'est correct. Tout va bien, quoi. C'est marrant, il y a une végétation là qui s'est développée ici. C'est assez analogue à ce qu'on peut trouver sur Terre, hein. Ouais. Il y a même des habitations. Alors pour le coup, très analogue à ce qu'on retrouve sur la Terre. Bah, globalement, on est sur quelque chose d'assez analogue, hein, finalement. D'accord. Et est-ce que vous trouvez des spécimens? Ah oui, on trouve des spécimens, oui. Ah d'ailleurs, regarde. C'est les fameux posters métalliques Displate. Oh, attention. C'est un spécimen sauvage, hein. Ça peut être dangereux. Oh, en tout cas, moi, j'ai pas peur. Et il disait quoi le message d'alerte déjà? Attends, je vais te le repasser. Displate, ce sont des posters métalliques que tu peux accrocher partout chez toi et très facilement. Inutile de te munir d'outils, inutile même de ne pas être maladroit. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre cette petite feuille de protection contre ton mur pour ne pas l'abîmer, coller l'aimant sur le film protecteur et tu n'as plus qu'à aimanter ton super poster Displate. Et l'autre avantage de cette technique, c'est que tu peux changer de poster très rapidement et autant que tu veux. Ah oui, ouais, c'est assez conforme à ce qu'on a sous les yeux là, hein. Vous pensez qu'il se déplace en meute? Oui, il se déplace en meute, mais celui-là, c'était un jeune. Mais il me semble que j'ai vu des adultes par là-bas. Oui, la suite du signal nous renseigne davantage sur les différences entre les spécimens adultes et les spécimens juvéniles. Les posters Displate offrent une très grande variété de possibilités puisque non seulement ils sont disponibles en 3 tailles, moyen, grand et très grand, ils couvrent aussi un nombre insensé de domaines. Vous aimez les blockbusters? Mais craquez pour un poster Dune ou Deadpool et Wolverine. Plutôt jeux vidéo? De Displate à ce qu'il vous faut. Mais peut-être que vous êtes plutôt animaux, voitures, des posters pour la cuisine, pour les toilettes, des messages inspirants qui t'insultent pour t'inviter à bouger ton gros fiac. Displate à ça aussi. Vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un mais vous n'avez pas d'idée? Offrez une carte cadeau Displate. La personne à qui vous l'offrez trouvera forcément son compte. Décidément, cette nature est merveilleuse et terrifiante. Oh putain, Alex! Je viens de trouver l'origine du signal. Mais bon, par contre, c'est complètement crypté, il n'y a pas la moitié du message. Je crois que ça parle de code promo. Si tu peux, envoie-le à papa, je pense qu'il pourra le décrypter. Bien reçu. Ouais, non mais il faut vraiment que tu arrêtes de te surnommer papa et que tu parles de toi à la 3e personne, hein. C'est super cringe. Non mais est-ce que c'est une façon de parler à papa, ça? Oh, regardez! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, alors chaque fois que vous fassiez, vous ne touchez pas, vous ne l'approchez même pas, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf d'alien, alors vous ne touchez pas et vous rentrez immédiatement, c'est hyper dangereux. Ok. Moi, je crois qu'on a assez d'échantillons de toute façon. Parfait. Bon, voyons ce que cette dernière partie du message a à nous dire. Grâce au lien qui se trouve dans la description ou en utilisant directement le code LinksTheSun, n'oubliez pas le S à Links, vous pouvez bénéficier de 32% de réduction sur l'achat d'un ou 2 posters Displate et 37% de réduction pour l'achat de 3 Displate. 37% de réduction! Attention, alors les réductions ne s'appliquent pas aux posters Textra, Limited et Lumino, mais pour tous les autres, c'est ok. Faites profiter de cette réduction, c'est l'inverse de mettre sa tête sur un œuf organique dégueu trouvé sur une planète d'où émane un appel à l'aide. C'est une très bonne idée! Et ce serait dommage de passer à côté. 32 à 37% de réduction en utilisant le code LinksTheSun, n'oubliez pas le S à Links, ou en cliquant directement sur le lien dans le message épinglé ou dans la description. Décidément, ces aliens ont un langage et des coutumes bien étranges. Bonjour!
Est-ce que vous savez ce que c'est un défi, les amis? Alors un défi, c'est par exemple quand tu as une émission où tu parles de cinéma et tu veux parler de ton film préféré. Oh là là, t'as intérêt à être à la hauteur. Le film en question est un pilier de 2 genres différents qui a inspiré des milliers d'articles universitaires. Ah bah on fera pas le tour alors. Dont les thèmes récurrents sont le féminisme et donc le sexisme, le racisme, le post-colonialisme et l'anticapitalisme. Il parle énormément de sexe et de violence et les immondes combinaisons que ça implique. Et il faut que tu parles de ça sur YouTube sans te faire striker. Alien! Alien de Ridley Scott, sorti en 1979 au cinéma, monument de l'horreur et monument de la science-fiction, le film d'horreur dans l'espace qui a inspiré tous les autres, il va sur ses 50 ans et il a pas l'air décidé à vieillir. Alien, c'est un film duquel il va être très difficile de parler. Alors pas parce que je sais pas à quoi dire, au contraire, j'ai plein de trucs à dire, mais je sais pas trop ce que je peux dire ou montrer sur cette plateforme. Honnêtement, je me mets un peu la pression, là, c'est mon film préféré. Et je suis même pas tant la saga Alien, j'ai pas spécialement d'affection, si vous voulez, pour les autres films ou pour les jeux vidéo, mais alors ce film-là, si vous me trouviez enthousiaste en parlant de Shining, c'était même pas ma forme finale. Watch carefully now, and keep in mind it's not my ultimate form. En fait, si vous ne connaissez pas le concept de l'émission, le principe c'est que dans une première partie, je résume et à l'occasion, j'analyse le film. Donc là, il va y avoir beaucoup d'analyses. Et dans un deuxième temps, je liste 5 points positifs et 5 points négatifs que je range dans mon ordre d'importance. Mais je suis vraiment pas sûr d'arriver à trouver 5 points négatifs à Alien, moi. Donc ça va être un peu ma quête aujourd'hui. Alors Alien. Alien, c'est un film qu'on peut envisager selon 4 axes différents dans cette vidéo. Vous allez voir 4 axes différents et pourtant, on n'en fera pas le tour, on va juste effleurer la surface, mais ça va être super sympa, vous allez voir. J'aimerais qu'on parle d'Alien comme un film d'horreur, évidemment, comme un film de science-fiction, évidemment, comme un film qui parle d'anticapitalisme, et comme un film qui parle de reproduction. Et tous ces thèmes sont liés, vous allez voir. Donc c'est un trigger warning, hein, on va parler de sexe, de violence et des deux en même temps, donc vous voilà avertis. Mais pour éviter que YouTube ne se fâche, on ne va évoquer ni l'un ni l'autre. On va se démerder. Tout commence avec l'écran titre, hein. Ah ben oui, mais je suis désolé, c'est un des meilleurs écrans titres de l'histoire du cinéma, alors Qu'est-ce qu'on a? On a le vide spatial qui devient encore plus sombre quand on devine l'ombre d'une planète. On a une bande-son qui est plus bruit que musique. Et bien sûr, nous avons le lent dévoilement des lettres qui forment le titre du film. Alors c'est pas tant pour le suspense, a priori tu sais que le film s'appelle Alien. Mais quelle barre représente quelle lettre? Ça tu le sais pas. Ça donne presque une impression hiéroglyphique à ce titre. Et regardez la progression. On commence avec un I, le I de Alien d'ailleurs, bien droit au milieu, prisonnier à gauche, prisonnier à droite, prisonnier à gauche, prisonnier à droite. Ah, Ridley Scott il est comme moi, il aime sa symétrie. Perfectly balanced, this whole thing should be. Et à deux moments, la musique s'emballe un peu. Quand la symétrie est brisée d'abord, on a 5 notes de musique claire. Et quand le titre est entièrement dévoilé, on a une petite montée angoissante. Bref, c'est un écran titre et un générique vraiment cool qui donne bien le ton pour le film. Ah bah vous êtes rentrés, vous? Oui, heureusement, la mission s'est bien passée. Nickel, vous avez ramené des spécimens? Alors, oui, mais tu penses pas que les gens qui ont skippé l'intégration commerciale, ils vont rien éviter là de ce qui se passe? Voyons, Jérémy, tu insultes mon public? Ce sont des gens bien élevés, respectueux. Ils savent qu'on taffe super dur sur ces vidéos. Personne ne saute l'intégration. Non mais putain, vous avez touché l'œuf. Mais non! Mais non! Si, vous avez touché l'œuf. Mais non! Mais non! Non, on l'a pas touché! On l'a pas touché. On l'a pas touché, mais On l'a pas touché, tu nous prends pour des dingos ou quoi? On l'a pas touché! Bah non, on l'a pas touché. Si, vous avez touché l'œuf. Mais non! Non! Bon, il est où? On l'a pas touché! On l'a pas touché! Lou, il est où? Bon, foutez le camp, allez vous débarrasser de ce truc-là. T'es sûr, c'est beau quand même. Oui, je suis... Cassez-vous, cassez-vous. Et surveillez l'état de David, hein, du coup. Donc, j'ai découpé le film en 10 parties. Et ne perdons pas de temps, et plongeons tout de suite dans la
Alors d'abord on nous présente le Nostromo, le vaisseau dans lequel presque tout va se passer. Oh regardez-le, il est magnifique. Ouais non, il est pas magnifique, il est pas. L'Enterprise, le Faucon Millennium, eux ils sont magnifiques. Le Nostromo, il est plutôt. Il est bon pour la casse. Un panneau nous balance quelques informations, puis on a ensuite des plans très lents à l'intérieur du vaisseau. On peut d'ailleurs commencer à louer l'excellent travail de Ron Cobb et Chris Foss sur la conception du Nostromo, et on n'a pas fini. Bref, la lenteur des mouvements de caméra combinée au murmure mécanique constant et au vide des couloirs donne l'impression qu'on est à bord d'un vaisseau fantôme, ou plus précisément d'un vaisseau qui dort. Et ce sommeil est interrompu lorsque la caméra s'arrête. Vous voyez, elle s'arrête sur un casque, contre-champ, le tableau de bord, champ, casque, contre-champ, et voilà, c'est la merde. Enfin, on le sait pas encore, mais le Nostromo vient d'intercepter un message qui va pousser l'IA du vaisseau à réveiller l'équipage de leur hypersommeil en avance. Un personnage se réveille avant tous les autres, il s'appelle Kane, et il a exactement la tête d'un vendredi matin. Où est-ce que je suis, putain? Ensuite, on a une scène très chouette où on découvre l'équipage. Parker et Brett se plaignent de ne pas être payés assez, ils fument, ils ont même un gros chat. Un équipage tout à fait sympathique. Le capitaine Dallas va dans cette salle pour communiquer directement avec l'IA du vaisseau qui s'appelle Mother, maman en VF. L'équipage pense être proche de la Terre, forcément ils ont été sortis de leur hypersommeil, alors Dallas leur apprend la vérité. Mother les a réveillés parce qu'elle a intercepté une transmission. Alors ils débattent sur ce qu'il faut faire, Parker dit qu'ils sont pas payés pour ça, mais Ash, le scientifique de l'équipage, fait remarquer que s'ils ignorent un signal indiquant la présence d'une forme de vie intelligente, ils ne seront pas payés, ce qui finit de convaincre Parker. Ok, alors déjà, il y a beaucoup de choses à déballer dans cette première partie. Si on regarde en termes de caractérisation de personnages, c'est très dense. D'abord, qui est notre protagoniste? Pour beaucoup de films, la réponse serait évidente, mais là nous avons 7 personnages. Mais alors ce qui tombe très bien pour vous, c'est que j'aime les stats. Et si on regarde la répartition du temps à l'écran, Kane est de loin le personnage principal, devant Ash, puis Parker. Maintenant, c'est pas parce que tu es à l'écran que c'est ton plan, regardez. Là, dans ce plan, Kane est à l'écran tout du long, mais c'est clairement un plan sur Dallas. Kane se trouve juste dans le cadre. Donc si on compare le temps d'implication à l'écran, le temps où le cadre t'est dédié, là, c'est Dallas qui arrive en tête. Par contre, si on regarde en termes de mise en scène, Kane est le personnage avec lequel on se réveille, donc potentiellement lui. Mais si on regarde en termes de caractérisation, Dallas est le capitaine. Il donne même de la voix pour se faire respecter. Parker, will you just listen to the man? Et si on veut être un peu méta, c'est l'acteur le plus connu des 7 et de loin. C'est même le nom de l'acteur qui l'incarne qui apparaît en premier au générique. Après, peut-être que la caractérisation est plus subtile et que le protagoniste est la plus grande gueule, celui qui a le plus de revendications, celui qui est le plus proactif dans cette histoire. Et ce serait Parker, qui est dans le podium du temps de présence d'ailleurs, quelle que soit la métrique que tu prends en compte. Il a même le dessus sur son collègue, Brett. C'est lui qui a le courage de parler et de revendiquer. Bref, à ce stade, le protagoniste est probablement Kane, sinon c'est Dallas, sinon c'est Parker. Et ça, vous voyez, si on analyse le film d'un point de vue horreur, bah c'est déjà un ressort horrifique parce que... bah, nos héros, ils vont tous mourir les uns après les autres. Hein, I feel dead. Hein? Quoi? Ripley, incarné par Sigourney Weaver. Ça n'existe pas, Sigourney. Personne s'appelle Sigourney, c'est pas un prénom, ça. Blague à part, oui, évidemment, Ripley est notre protagoniste, bien sûr. Mais même si on se base sur les noms, les personnages nommés sont dans l'ordre Brett, Parker, Dallas, Mother et Lambert. Les 3 autres seront nommés plus tard. D'ailleurs, notre vraie protagoniste, elle a moins de 12 secondes qui lui sont consacrées dans cette partie. Right? It's not our system. That's not our system. A transmission? Out here? Human. Après, franchement, c'est aussi raccord avec le reste du film. Bah, il est surtout connu pour quoi? L'alien. Et on le voit que 4 petites minutes. Bon, ça c'était juste pour la protagoniste. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cette première partie en termes de construction d'univers? Et donc là, on est déjà dans le prisme SF. Et un peu le prisme anticapitaliste, vous allez voir. Alors d'abord le vaisseau. On a vu que le vaisseau était un tas de ferraille, mais ce petit texte nous apprend plein de choses. C'est un véhicule de remorquage commercial qui s'appelle le Nostromo. La cargaison consiste à raffiner 20 millions de tonnes de minerais et son objectif est de retourner sur Terre. Et niveau construction de l'univers, bah c'est déjà beaucoup d'informations. On est suffisamment à l'aise dans le voyage interplanétaire pour avoir des véhicules de remorquage spatiaux. C'est un vaisseau commercial, donc on a la présence du système capitaliste. D'ailleurs, petite parenthèse sur la caractérisation. Les 2 personnages qui semblent les plus bas dans la chaîne de commande, Parker et Brett,
fait, ont un élément bleu en évidence dans leur costume, parce que ce sont littéralement des ouvriers en col bleu. Et ils estiment qu'ils sont pas assez payés, bref, ça se passe dans 150 ans, mais la lutte des classes est toujours d'actualité. Et retournons au vaisseau. Alors il est question de remorquage et de raffinage, donc on est sur un véhicule utilitaire, quoi. Enfin, c'est pas Air Force One, c'est pas un vaisseau militaire, c'est pas un vaisseau d'exploration, c'est un tracteur. C'est renforcé par le fait qu'il y en ait qui fument à bord, c'est des personnages désespérément moyens, pas des héros de guerre, pas des génies, juste des gens, des travailleurs. Et le nom Nostromo, évidemment, c'est une référence. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est une référence que j'ai pas du tout, hein. Moi, tu me demandes c'est quoi Nostromo, je te dis 1, c'est le vaisseau dans Alien, 2, c'est le bossu dans Notre-Dame de Paris. Et donc non, Nostromo, c'est le titre d'un roman de Joseph Conrad, et là, on ne parle plus vraiment science-fiction, on parle anticapitalisme, puisque dans le roman Nostromo, la cupidité du protagoniste mène à la mort. Alors ouais, bon, c'est pas limpide comme lien, peut-être que Ridley Scott trouvait juste le nom classe. Mon nom est un nom qui tue. Toujours dans l'anticapitalisme, il y a un élément très subtil qu'on ne remarque que quand on regarde les détails du décor, ce logo. Pour l'instant, on l'a vu sur les uniformes et sur la vaisselle, mais en réalité, il est partout. C'est le logo de la compagnie dont le nom n'est jamais prononcé dans le film, Weyland Yutani. C'est un peu comme InGen dans Jurassic Park, si vous voulez, c'est la grosse compagnie sans visage qui dirige tout dans l'ombre. Et enfin, le thème de la reproduction est également abordé, puisque, le vaisseau s'appelle Mother. Alors tu me diras, ça reste subtil, parce qu'un vaisseau qui transporte des vaisseaux plus petits, ça s'appelle un vaisseau mère. Donc voilà, ça reste raccord à ce niveau-là. Et bien sûr, pour un système informatique, on parle de carte mère. Mais ça, ce sont des bébés dans des couveuses. On dirait qu'ils sont en couche. On dirait qu'ils peuvent pas encore ouvrir les yeux. Bref, la symbolique est déjà là. Et d'ailleurs, on peut mettre en opposition cette espèce de représentation métaphorique de l'accouchement dans un cadre stérile, sain, doux, scientifique, à une autre scène plus tard qui ressemble à un accouchement beaucoup moins stérile, sain, doux ou scientifique. Bon voilà, ça c'était la partie 1, beaucoup d'informations, mais c'est normal, on établit le film, on enchaîne avec... LV-426, c'est le nom de la planète sur laquelle va atterrir notre charmante équipe de travailleurs. Alors cette partie-là est légère en termes d'interprétation, on progresse juste dans le film, ils descendent vers la planète, les affichages sont délicieusement rétro-futuristes, photo de Jones le chat quand il était bébé, et niveau réalisation, toute l'équipe du film est très contente que l'atterrissage du Nostromo ne se soit pas fait tranquillement. En fait, Dan O'Bannon, le scénariste d'Alien, était frustré parce que les atterrissages dans les films, notamment dans Star Wars, c'est un peu comme les atterrissages dans No Man's Sky, si tu veux, tu arrives, et pouf. Alors que dans Alien... Alors moi je sais pas, mais je trouve qu'ils en font un peu trop. Là, on dirait qu'ils se sont crachés, je trouve. Enfin, d'après, j'imagine que garer le Nostromo, c'est pas comme garer une voiture. Alors après, Ridley Scott a dû être content, ça lui donnait un prétexte pour foutre de la fumée. Oui, anecdote véridique, il y avait de l'encens partout, tout le temps sur le tournage, et si vous faites attention à ça, vous verrez qu'il y a de la fumée très souvent. Donc voilà, ils ont atterri, mais ils sont bloqués pendant une courte période. We can't go anywhere in this. Alors, l'atmosphère de la planète est nulle, très hostile, mais ils sont à peine 2 km de l'endroit de transmission du signal, donc Kane, Dallas et Lambert vont aller investiguer pendant que Ash les guide et que Parker et Brett réparent sous la supervision de Ripley. Ils mettent donc leur costume d'astronaute, imaginé en partie par Mobius d'ailleurs, et apparemment un cauchemar à portée. Pendant ce temps, Ripley tente de décoder le signal et Jones se lèche ses petites patounes. D'ailleurs, beaucoup de gens se demandent pourquoi envoyer un chat dans l'espace. Donc, 1, pour que l'équipage ait de la compagnie, c'est sympa pour eux. 2, c'est comme pour les clubs, c'est comme pour les jouets en forme d'oiseau, là je sais pas comment ça s'appelle, ça crée un sentiment de foyer, de famille, pour eux, comme pour les spectateurs. Et 3, mais là c'est l'explication que j'aime un petit peu moins, c'est peut-être un hommage ou un clin d'œil au fait que, avant, on prenait des chats sur les bateaux pour chasser les rats et autres vermines. Bon alors, je suis sûr que Jones est un bon chat, mais la vermine à laquelle ils vont être confrontés, ils pouvaient pas y faire grand chose de toute façon. Pas grand chose dans cette partie, juste un peu de caractérisation pour 2 personnages. Kane est notre héros, évidemment, donc il est proactif et courageux. Et Ripley aussi a un peu de caractérisation, elle cherche à décoder le code elle-même, ce qui nous prépare à l'une des plus grosses parties
Ok, alors Dallas, Lambert et Kane continuent de progresser sur LV-426, la transmission à H n'est pas excellente, ils tombent sur le vaisseau extraterrestre, et là, mes amis, préparez-vous à pénétrer dans l'esprit tortueux de Hans Rudi Giger, qui a designé et participé à la construction du vaisseau sur lequel nos héros viennent de tomber. Mais d'ailleurs, fun fact, le scénariste d'Alien, Dan O'Bannon, et H.R. Giger se sont rencontrés à Paris lorsqu'ils devaient tous les deux travailler sur l'adaptation de Dune de Jodorowsky. Bonjour monsieur. Vous voulez de l'opium? Oula, non. Ah non. Pourquoi vous en prenez? J'ai peur de mes visions. Oh, faut pas s'inquiéter, hein, c'est juste dans la tête. Pas... Je sais. C'est ça qui me fait peur. Donc ils arrivent devant ce vaisseau et là il y a 3 sons de cloche. Il y a Lambert qui dit qu'il devrait se barrer, il y a Dallas qui dit qu'il faut poursuivre par sens du devoir, et il y a Kane qui va de l'avant par pure curiosité. Et pour rentrer dans ce vaisseau, il faut passer par... écoutez, ça ressemble à une partie du corps. C'est symbolique! Oui, non, je suis désolé. Déjà, un trou, c'est symbolique, d'accord? Déjà, un trou, c'est un truc long, c'est symbolique. Un trou, c'est symbolique. Bon. Et alors, quand ton trou, il est creux comme ça, voilà. Et qu'en plus, il y a un petit renflement autour, là, c'est très, très symbolique. Ils pénètrent donc dans le vaisseau. Ça, ce sont des côtes, hein, ça, on est bien d'accord. Et bien évidemment, ils tombent sur ce qui a longtemps été appelé le Space Jockey, le conducteur de l'espace, une espèce d'énorme cadavre dans un fauteuil. Difficile de voir où commence le cadavre, où s'arrête le fauteuil. Et ça, évidemment, c'est Oh, c'est symbolique. Ouais, apparemment, Giger et la Fox, ça s'est pas passé tout seul. Non, il est indispensable. Ah non, je suis désolé, ça va pas être possible. Et comment ça va pas être possible? Bah, il devait faire le design du vaisseau extraterrestre, Ah bah oui, c'est pour ça qu'il a embauché, oui. Il a dessiné des bits. Oh non. Que des bits. Non. Plein de grosses bits. Non. Énormes bits Oh, noirs. non, oui, et mais c'est son style, il est... son style, c'est les bits. D'ailleurs, anecdote rigolote, là encore, c'est mon film préféré, j'ai plein d'anecdotes. D'une part, ce décor a coûté une véritable fortune. Aujourd'hui, on ferait probablement sur fond vert et ce serait beaucoup moins impressionnant. Et beaucoup moins cher aussi. Et deuxième anecdote, là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les enfants de Ridley Scott, pour donner l'impression que le décor est encore plus grand. Bref, le Space Jockey a un énorme trou dans son thorax. Nous, on sait ce qui s'est passé, eux ne savent pas. Et dans le doute, ils devraient écouter la voix de la raison, Lambert, qui leur dit « Eh, venez, on se casse !» Tandis que Dallas continue de dire « On doit trouver l'origine du signal » et Kane est en mode « Cool !» Pendant ce temps-là, on a l'amorce d'un conflit. Ripley comprend que le signal n'est pas un SOS, mais ressemble plus à une mise en garde. C'est pas « Venez nous aider », c'est « Surtout ne venez pas !» Et Ash balaie ce constat avec l'argument le plus faible au monde. I mean, but the time it takes to get there, they'll know if it's a warning or not, yes? Mon Dieu, mais ils sont en danger, il faut les prévenir. Négatif. Monsieur Block. Mais pourquoi Capitaine Crapofackle? Réfléchissez. S'ils étaient en danger, ils le sauraient, non? Ouais, vous avez raison, capitaine. Ah oui. C'est le premier indice concernant la véritable nature d'Ash. Mais c'est subtil, parce que quand tu regardes distraitement le film, tu te dis « Ouais, non, ça tient la route comme argument. » Et après, il soupire. Mais c'est peut-être parce qu'elle le saoule, pas forcément parce qu'elle a failli foutre en l'air tout son plan secret. Donc Kane a trouvé un joli trou avec plein de côtes, et il fait le truc sensé que tout le monde ferait à sa place, descendre en rappel dans la cage thoracique. Après, c'est raccord avec sa caractérisation. Et il tombe sur un champ rempli d'énormes œufs. Il s'en approche, trop près, il les papouille, l'œuf s'ouvre, et un machin dégueulasse lui saute au visage parce que... Bien sûr. Ah bah d'ailleurs, comment ça va, David? Ah bah ça va beaucoup mieux, hein. On est sûr de ça? Ah bah oui, c'est le jour et la nuit, là. Il est... Hein? Les deux. Alors, il est où? Bah il se sentait un petit peu... Un peu barbouillax, hein. Ouais, et puis jarboulex. Ouais. Il avait mal au ventre. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il a mal au ventre. Ah, la méga chiasse. Paf! KFC. Ah, l'erreur. Ouais, ça pardonne pas. Donc, le film. Oui, vu par le prisme de l'horreur, cette scène est parfaite. Tout est très lent. Le suspense se construit très progressivement jusqu'au jumpscare final. Et comment est-ce que le suspense se construit? Bah, bon, il y a les décors, évidemment, il y a la musique,
Il y a ça, là, la brume qui protège les œufs, entre guillemets. En fait, à la base, ça devait être une toile d'araignée, mais c'était trop difficile à faire, donc du coup, ils sont partis sur de la fumée. Oui, évidemment, c'est Ridley Scott. Ça, et des projecteurs laser empruntés à un décor du groupe de Who qui était pas loin. Véritable anecdote, là encore. Et en fait, on peut imaginer que la brume sert aux œufs. Elle leur sert en fait à savoir qu'un organisme chaud, donc un hôte potentiel, est à proximité. Ensuite, bon, il y a tout le design de l'œuf, abominable. C'est des viscères d'animaux à l'intérieur. D'ailleurs, à la base, Giger avait fait le design avec une seule fente qui s'ouvre. Et je sais pas qui a dû lui dire oui c'est bon Hans, on a compris. Merci, tu me fais une deuxième fente perpendiculaire s'il te plaît. Alors mon petit Hans, tu travailles dur? Quand je serai grand, je serai artiste. Mais sans nul doute mon fils, sans nul doute. Sans nul doute. Il y a aussi le fait que les gouttes sur les œufs s'écoulent vers le haut plutôt que vers le bas, ce qui déstabilise bien sûr, et évidemment le son. Le travail du son sur ce film est admirable. D'ailleurs, le facehugger est l'un des points sur lesquels les scénaristes sont là encore très fiers. Dan, réveille-toi. Dan Tu sais, on avait un problème pour savoir comment aller finir par foutre l'alien dans le Nostromo, là. Non, mais Ron, c'est pas parce que je dors chez toi, parce que j'ai plus une thune à cause du tournage sur Dune, que tu peux me réveiller en pleine nuit. Ah oui. Ça va te plaire, j'ai trouvé une solution. De quoi? Quelle solution? Bah, Sio disait que l'alien, il baisait un membre de l'équipage. Comment ça baiser? Bah l'alien, genre, il lui baisse sa gueule et puis il lui pond un œuf dans la gorge. Putain. On a notre film? Ouais. Oui, alors il faut savoir que Alien a été rendu possible par la rencontre entre 4 grands malades, Ridley Scott, H.R. Giger, Dan O'Bannon et Ronald Shusett. Mais bon, donc voilà, Kane a maintenant un masque un peu dégueu, on enchaîne. Alors là, on a une de mes scènes préférées dans tout le film. Lambert et Dallas reviennent donc avec Kane et son nouveau super copain, et ils demandent qu'on ouvre les portes. Et Ripley, seule personne apte à prendre cette décision à bord du vaisseau, refuse d'ouvrir, parce qu'il y a une procédure pour ce genre de choses. Listen to me. If we break quarantine, we could all die. Oh, ce serait quand même pas de bol! Bref, Ripley reste ferme sur sa position de ne pas ouvrir le sas, mais Ash, qui est un traître mais on le sait pas encore, le rouvre. Là encore, sans savoir, on peut penser que Ash le rouvre parce que bah, c'est pas humain quoi de laisser ses camarades comme ça 24 heures enfermés dehors. Mais Ash est le scientifique de bord, et du peu qu'on sait de lui, on l'a toujours vu très protocole, donc ça peut mettre la puce à l'oreille. Et parlant de puce à l'oreille... Ah, c'est une grosse puce! Alors ils essayent de le retirer, mais si on essaye de le retirer, l'alien serre sa queue autour de la gorge de sa proie. Ah, tiens, bah regardez, c'est symbolique. Bref, il le scanne, il voit que la créature a fait rentrer un gros tube dans la gorge de Kane. C'est symbolique! Bref, Dallas prend la responsabilité de retirer le facehugger de la face de Kane, ils essayent de l'inciser et, surprise, son sang est un acide extrêmement corrosif qui passe à travers 2 étages du vaisseau, avec le même plan. Ensuite, évidemment, Ripley va voir Ash pour lui passer un savon, et Ash est suspect 2 fois de plus. D'abord, quand Ripley vient lui parler, il éteint le moniteur, et quand Ripley veut regarder dans le microscope, il le lui interdit. Bref, il y a de la tension entre eux, mais c'est surtout lié au fait que, bah, c'est un traître et Ripley est loin d'être con. Bon, vous l'aurez compris, là, grosse mise au point dans la caractérisation, on a Ripley qui applique strictement le protocole, non pas parce qu'elle est sans cœur, mais parce qu'elle sait qu'il existe pour une raison, ce protocole. Et on a Ash qui semble l'appliquer quand ça l'arrange et qui donne de plus en plus d'indices de son double jeu. Alors en termes de reproduction, bon bah c'est ma foi, c'est... Enfin, vous savez ce que c'est exactement ce que ça a l'air d'être, quoi. C'est être violemment pénétré contre sa volonté par un tube qui insémine. C'est... Ouh, mais c'est symbolique! Oui, alors par pitié, toi tu retournes devant ton fond vert, hein, merci. Voilà, hop, on se casse. Ça, c'est un des trucs que j'aime vraiment beaucoup dans ce film. Il s'adresse surtout à un public masculin, on est d'accord, on est en 79, et il lui dit, non mais, personne n'est à l'abri de la violence reproductive du monstre. D'ailleurs, les rôles ont été écrits sans genre. La décision de faire de Ripley, la protagoniste, une femme, n'a été faite que parce que Sigourney Weaver était parfaite pour le rôle. Et en termes à la fois de science-fiction et d'horreur, l'idée de mettre de l'acide dans les veines des facehuggers est brillante. Et parlant de brillant, je crois que mon 3e personnage préféré du film, après le xénomorphe et Ripley, c'est Parker. C'est de loin le plus malin des 6 membres de l'équipage qui ne sont pas Ripley, et ses supérieurs ne l'écoutent jamais.
How come they don't freeze him? How come you guys don't freeze him? Yep, bon point. Totalement ignoré. Molecular acid. You must be using it for blood. It's got a wonderful defense mechanism. You don't dare kill it. Et bon point là encore. Bref, nous avons un facehugger à bord, et à partir de là, les choses vont très sérieusement dégénérer. Scène suivante, délicieux suspense là encore, Ash appelle Dallas, le facehugger s'est détaché de la face de Kane. Version courte, il le cherche et 2 jumpscares plus tard, il s'avère que le facehugger semble Day. Ripley est évidemment pour s'en débarrasser, Ash est évidemment pour lui faire plein de bisous, et Dallas dit que c'est à Ash de décider. Donc Ripley et Dallas se prennent la tête et on a 2 répliques très intéressantes. It happens, my dear, because that's what the company wants to happen. Since when is that standard procedure? Standard procedure is to do what the hell they tell you to do. On y revient dans une seconde. Et donc Dallas décide que malgré quelques avaries mineures, si le Nostromo peut décoller, Cassanos. Donc il décolle, ça c'est une bonne nouvelle, et les bonnes nouvelles continuent, Kane est réveillé. Ah. Bon, il a complètement refoulé ce qui lui est arrivé, mais il est réveillé. Mais est-ce que ce serait pas l'heure d'un petit gueuleton et de l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma américain? Version courte et soft. Kane mange avec beaucoup d'appétit, il est pris d'une quinte de tout, Dallas et Parker l'allongent sur la table, il a des spasmes, et un monstre, là encore pas mal symbolique, jaillit de son ventre, le tuant sur le coup, et s'enfuit à toute vitesse. Bon alors ça c'est la scène la plus importante du film, il y a beaucoup à déballer, mais revenons un peu en arrière, parce que dans cette partie, il y a 7 scènes. Le cache-cache avec le facehugger, l'analyse du facehugger, l'engueulade entre Ripley et Dallas, le vaisseau décolle, l'équipage se prend la tête, Kane va mieux, Kane va pas mieux du tout. Alors, scène 1, 2 choses que j'adore dans cette scène. D'une part, un truc que vous allez remarquer à partir de maintenant, la caméra va être là où pourrait être l'alien. On sait que la bête est minuscule, alors on a un plan à l'épaule, au ras du sol. Ça crée un effet de voyeurisme et surtout de danger. Regardez, si on me filme depuis derrière la bibliothèque qui se trouve à ma droite, qu'est-ce que ça donne comme impression? Bah, déjà, vous avez l'impression que je ne m'adresse plus à vous. Alors, je continue de parler en face de moi, rien n'a changé dans ma façon de vous parler, mais maintenant, bah, y a vous, il y a moi, et il y a un troisième point de vue. Moi je suis là, vous êtes là. Qui est là? Peut-être une troisième personne? Sentiment renforcé par les tremblements de la caméra. Quelque chose vit ici. C'est la mise en scène qui le dit. Et la vue de cette chose, de cette personne peut-être, est occultée en partie par la bibliothèque. Il ne regarde pas. Il épie, il espionne. Et tout ça, ça génère quoi? Du suspense. Parce que qu'est-ce qui se passe si je tourne ma tête vers la droite là? Peut-être que quelque chose va me sauter au visage. Bref, et donc le deuxième truc que j'adore dans cette scène, c'est que après que le cadavre du facehugger tombe sur Ripley, Dallas, en chevalier blanc évidemment, se jette à son secours. Regardez Ripley qui se cache évidemment derrière son héros, son vaillant protecteur. Et maintenant, regardez le temps qu'il met à venir la protéger d'un cadavre. T'es indispensable, frangin. Bref, le héros traditionnel, masculin donc, ne sert absolument à rien et c'est très subtilement sous-entendu. Alors ensuite, on a l'analyse du facehugger. Faut savoir que Ridley Scott a utilisé une véritable huître pas fraîche pour cette scène, ce qui me paraît vraiment très peu nécessaire, mais bon, passons. Et par ailleurs, pour un machin avec du sang jaune, je le trouve vachement rouge, mais passons. Et par ailleurs, là encore, c'est symbolique, mais passons. Au cours de cette scène et de la suivante, Ripley se fait prendre de haut à 2 reprises. This thing bled acid. Who knows what it's gonna do when it's dead? I think it's safe to assume it isn't a zombie. How does that happen? It happens, my dear, because that's what the company wants to happen. Pour moi, ce serait une mauvaise interprétation d'y voir du mépris sexiste parce que, comme je vous ai dit, les rôles ont été écrits pour pouvoir être interprétés indifféremment par des hommes ou des femmes. Et apparemment, aucune ligne de dialogue n'a été changée quand le rôle de Ripley a été attribué à une femme. Et d'ailleurs, mettons un peu notre casquette anticapitaliste. Standard procedure is to do what the hell they tell you to do. Voilà, le mot est lâché, la compagnie est toute puissante. C'est peut-être une des répliques les plus importantes du film. Le protocole, c'est de faire exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et ils croient pas si bien dire, c'est exactement ce qui va sceller leur destin. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais on a continué à voir leur logo partout. Sur les bottes, là, sur les vêtements, et regardez, même sur la bière. Et d'ailleurs, sur la bière, on voit le nom de la compagnie, en toutes lettres. Là, et sur un écran un peu plus tôt quand ils atterrissent. C'est 2 des rares moments où on voit en toutes lettres le nom de ce qu'ils appellent entre eux la compagnie. Au moment où ils atterrissent sur LV-426, et au moment où le premier d'entre eux va mourir, quand la responsabilité de la compagnie est clairement engagée. C'est à cause d'eux s'ils vont sur cette planète. C'est à cause d'eux si Kane meurt. D'ailleurs, regardez, Dallas met le nom de la compagnie bien en évidence dans le cadre. Une coïncidence? Peut-être. Je ne sais pas. Alors en termes de symbolique de reproduction, voilà, c'est bah là c'est un accouchement, hein, D'ailleurs, bah là c'est l'antithèse de la scène d'ouverture. Là on a un accouchement
organique, violent, sanglant, et on a cette espèce d'abomination inconsciente de l'esprit. La vie et la mort réunies, la naissance dans la mort. Et c'est toute la problématique, c'est tout le propos du film concernant ce sujet-là. C'est créer de l'inconfort, voire de la peur, en jouant sur le contraste entre la vie et la mort, entre la paix et le chaos, entre le biologique, le viscéral, et le technologique, le médical, et aussi entre les couleurs, rouge et blanche, le rouge du sang et le blanc de différents fluides organiques qui permettent la vie, comme le lait maternel, par exemple. Et aussi le... Cela étant dit, mettons notre petite casquette horreur maintenant. 4 choses à dire sur cette scène. D'une part, contrairement à la disparition du facehugger, la peur est suscitée par une mise en scène exactement opposée. Des cuts fréquents, du bruit, tout le temps, de l'agitation, et le fait que oui, on n'a aucune raison de penser que tout va bien se passer maintenant. D'autre part, toujours la subtile caractérisation de Ash qui observe attentivement Kane, parce que lui sait qu'il va se passer quelque chose. Et quand Parker prend un couteau pour tuer la bestiole, faisant de Parker là encore le vrai héros de cette histoire après Ripley, bref, quand il veut tuer la créature, Ash s'interpose. Parce qu'il veut protéger l'alien, on le sait, mais si on l'ignore, on sait que le facehugger a du sang acide, peut-être que le chestburster aussi, et que donc ce serait une très mauvaise idée de le planter. Toujours très subtil. Ensuite, la mort a lieu dans la pièce blanche, la pièce où on a le plus la sensation qu'ils sont en sécurité. Dans un film d'horreur classique des années 60-70, la mort te frappe quand tu es isolé et dans l'ombre. Pensez La Nuit des Morts Vivants de Romero, pensez L'Exorciste de Friedkin, pensez Massacre à la tronçonneuse de Hooper. Là, c'est l'inverse. Et enfin, dernier point, qui n'est qu'amorcé pour le moment, et là il faut se mettre à la place du public de 79, il n'avait jamais vu ça. Parce qu'aujourd'hui, il existe des dizaines de xénomorphes, et même si ça fonctionne toujours très bien, de toute façon, ça marche moins bien qu'à l'époque. Mais qu'est-ce que le public se disait à l'époque? Merde, l'alien a changé de forme. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et oh non, ils savent pas. Et je dis qu'aujourd'hui c'est mon film préféré, je ne peux qu'imaginer le choc que ça a été de le découvrir en 79. Alors oui, j'imagine que je dois parler en partie de la plus fameuse anecdote sur cette scène. Non, elle n'a pas été improvisée, les acteurs savaient tous en partie au moins à quoi s'attendre. John Hurt et Tom Skerritt savaient précisément ce qui allait se passer, les 5 autres savaient que quelque chose allait sortir du ventre de John Hurt, ils savaient juste pas quoi. Et d'ailleurs, il y a eu 2 prises parce que la première fois, la marionnette n'a pas réussi à transpercer le t-shirt de Kane. Et d'ailleurs, regardez, la première tentative est restée dans le film final. Alors par contre, oui, Veronica Cartwright, l'interprète de Lambert, pensait qu'elle allait recevoir un peu de sang. Alors la grosse giclée, elle s'y attendait pas, et sa réaction est authentique. Mais j'adore le fait que cette fausse anecdote soit increvable, parce que ça en dit vraiment long sur le talent des acteurs. D'ailleurs, regardez, on peut voir les réactions. Dallas qui perd tous ses spaghettis et qui est terrorisé, traumatisé. Parker qui est en position de défiance, qui a peur mais qui va se protéger. Et protéger qui donc? Ripley, parce qu'elle va encore se planquer derrière un homme. C'est son histoire, c'est son arc, c'est elle qui va s'émanciper. Et enfin Brett qui est littéralement trop con pour avoir peur. Bref, une scène absolument incroyable, la scène la plus iconique du film, mais nous avons un alien dans les conduits, il va donc falloir passer à la partie suivante. Donc l'équipage éjecte le corps de Kane, ce qu'ils auraient sans doute dû faire quand il y avait une bestiole dedans, puis ils se mettent en chasse, bien sûr. Il faut retrouver l'alien, il est potentiellement très dangereux. Ah bah potentiellement, oui, on ne sait pas, ce tout petit alien est peut-être dangereux. Peut-être il va ronger les câbles. Bah oui, à ce stade, ils savent pas à quoi s'attendre. C'était un œuf, de l'œuf a jailli une espèce de pieuvre qui s'est accrochée au visage de l'un d'entre eux, la pieuvre est morte, et maintenant il y a une espèce de petit serpent avec les dents de Joe Star quelque part dans le vaisseau. Mais ils savent qu'il faut pas tirer dessus, parce que ça, pour le coup, ça le ferait saigner, ce qui pourrait créer un trou dans le vaisseau. Et ouais, ça, c'est pas bon, ça. Donc ils vont plutôt prendre des aiguillons à bétail pour le stun un bon coup, et ils ont un autre magnifique engin, un gros détecteur de mouvement portatif qui fait bip bip quand quelque chose bouge. Et donc là, film d'horreur oblige, ils se séparent. Et si vous avez regardé le point culture sur les clichés de films d'horreur, vous savez que c'est généralement plutôt une bonne idée de se séparer. Donc nous avons la team Dallas, Lambert et Ash, et la team Ripley, Parker et Brett. On a une scène avec le bon suspense qui s'étire un peu, où il détecte un truc avec le radar à mouvement, mais c'était Jones le chat. Bon, à cette époque, c'était un peu moins un cliché. Donc le but, c'était de choper l'alien dans un filet, mais comme c'était que le chat, Brett le laisse s'enfuir. Et les autres lui font justement remarquer que le minou, il va continuer de faire réagir le détecteur, donc il charge Brett d'aller réparer tout seul sa connerie et d'aller chercher le chat. Oh là là, oh là 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 là, le personnage le plus bas hiérarchiquement, le plus bas socialement, le plus bas intellectuellement, le plus bas physiquement aussi, parce qu'il est tout vieux et tout sécos, ce personnage-là s'isole du groupe,
et va dans une pièce très sombre. Là, il supplie de mourir, là, on est d'accord. Non mais regardez ça, regardez ça, il trouve la mue de la bestiole, il sait que ce machin saigne de l'acide, et il le prend à la main, quoi. Gros débilos. Ah oui bah tiens, la mue, parlons-en de la mue, parce que ça renseigne le public. On a déjà établi que l'alien était polymorphe, et la prochaine fois que vous le verrez, il aura encore une autre tête. Et oui, j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus. À cette époque-là, il savait pas. Il savait que le chestburster faisait la taille d'un lapin, quoi, ou d'un chat, donc il pouvait s'attendre à ce que, après la mue, il fasse la taille de, je sais pas, d'un chien ou d'un blaireau. Hein. Et là, Brett entre dans une grande pièce entièrement sombre. Et la caméra l'accueille au niveau du plafond. Le message de la mise en scène est limpide. C'est là que l'alien se cache. Alors beaucoup de gens se posent sans doute la question, le liquide là c'est de la condensation de l'atmosphère de LV-426, parce qu'ils sont partis il y a pas si longtemps, et on voit les pieds du vaisseau repliés. Alors ça fait beaucoup d'eau pour de la condensation, mais c'est de la condensation. Et là... La créature est gigantesque, elle est silencieuse comme la mort, et elle est monstrueuse. Et pour garder l'esprit du polymorphisme de la bestiole, elle est jamais filmée en entier. On voit sa queue, mais on la voit floue, puis sa tête, puis ses mâchoires. On a à peine la place pour comprendre que l'alien crache une petite bouche à partir de sa grande bouche. Ce qui, pour un organisme prétendument parfait, bon, ça semble superflu. Hein. Bref, donc pour l'instant, le public, c'est un truc. Il sait pas à quoi s'attendre. L'équipage ne cherche plus une petite créature, ils ne sont plus les prédateurs, ils sont la proie. Bon, ça c'est niveau horreur. Niveau reproduction, bon bah, l'alien te tue en te pénétrant, en faisant jaillir de sa gueule un tuyau avec des crocs. Mais oui, c'est symbolique! D'ailleurs, tout est symbolique, hein. La forme de la tête de l'alien, la queue, le tuyau qui sort de la bouche, enfin je veux dire, le xénomorphe n'est ni plus ni moins qu'une énorme, un énorme symbole. L'alien est métaphoriquement un super reproducteur, qui, là encore, en a rien à foutre que tu sois un homme ou une femme, tu es une proie. Et du peu qu'on en a vu, la bestiole est noire, elle a des lignes, des griffes, on a juste eu le temps d'apercevoir la texture de sa peau semblable à une grosse gaine de câble, et c'est un style qu'a plus ou moins lancé H.R. Giger, le style biomécanique. Le xénomorphe, comme on le connaît aujourd'hui, donc l'alien 100% adulte, peut se cacher n'importe où dans le vaisseau et se fondre dans le décor. Il y a un plan qu'ils ont décidé de ne pas laisser au montage, celui-ci, moi je l'aime beaucoup parce que aujourd'hui c'est un peu grillé, hein, mais à l'époque, comme tu ne savais pas du tout à quoi ressemblait l'alien adulte, tu pouvais pas te douter que tu l'avais sous les yeux. Bref, à ce stade du film, aux yeux du néophyte, l'imprudent est mort, le faible est mort, heureusement, il reste notre héros, le capitaine Dallas. Donc c'est là que Dallas meurt, hein, c'est tout à fait là que Dallas meurt. D'abord, Parker et Ripley témoignent de ce qu'ils ont vu. Dans une scène coupée, on peut voir qu'ils arrivent juste à temps pour voir l'alien enlever Brett, mais t'as pas besoin de voir cette scène pour assembler les pièces du puzzle. Ils l'ont vu, et ils sont terrifiés. Et donc ils savent que l'alien se déplace dans la ventilation. Notre héros, le capitaine Dallas, évidemment, commence à ébaucher un plan. Bloquer l'alien dans le sas d'aération, et piouf, dans l'espace. Bloquer l'alien, ouais, ça va être super facile, à peine un désagrément. Alors là, on a une réplique qui lésine pas sur la subtilité. Il décide alors d'utiliser des lance-flammes pour tenir la créature à distance, et Ripley se porte volontaire pour bloquer l'ouverture du sas d'aération. Mais notre héros, le capitaine Dallas, s'y oppose. Parker et Lambert vont bloquer le sas. Notre héros, le capitaine Dallas, lui, déprime et va demander à Mother quelles sont ses chances de s'en sortir. Et elle est incapable de répondre. Et là, on le sait pas encore à ce stade, mais si Mother ne répond pas à Dallas, ce n'est pas parce que les données sont insuffisantes, c'est parce qu'elle cherche à protéger l'alien. Et là, on a un écho au fait que l'alien se fonde parfaitement dans le décor. Il est sur son territoire. Et l'IA du Nostromo est sa maman. Point de vue SF, l'équipage vient de se faire trahir, sans le savoir, par son propre vaisseau.
Et là, nous avons une de mes scènes préférées dans le film. Oui, non, mais je sais, ça fait 3 ou 4 fois que je dis ça, et c'est pas encore fini. Ash et Ripley monitorent l'ouverture des sas, tandis que Lambert et Parker surveillent la progression de Dallas grâce au détecteur de mouvement dont le son évoque très largement d'ailleurs un électrocardiogramme. Et alors là, toute la scène suffoque. Dans un film où la claustrophobie est partout, là on n'a rien pour respirer. Que ce soit parce que Dallas est totalement comprimé dans les conduits, parce qu'il est comprimé par les ténèbres autour de lui, les plans sur les autres personnages sont super serrés, sont encore plus serrés que les plans sur Dallas, on est asphyxié. Et d'un coup, l'alien arrête de bouger. Donc le détecteur de mouvement ne le détecte plus. Bah oui, c'est un peu la limite du système. Et là, la tension est déjà pratiquement à son comble. Le détecteur de mouvement continue de biper, et là, Dallas dit la chose qui le condamne. Oh non, le chasseur te laissera pas faire ça. L'alien se rapproche très rapidement de la position de Dallas, ce dernier croit le fuir en descendant un étage, et se jette presque littéralement dans ses bras sous les appels paniqués de Lambert. Alors autant j'adore ce jumpscare, et vraiment je l'adore, hein, c'est un de mes jumpscares préférés, en partie parce qu'on voit l'alien juste avant le jumpscare. Moi j'aime bien que l'alien fasse ce mouvement comme ça, parce que ça donne un petit côté jeu macabre, comme si lui était seulement en train de jouer à cache-cache. Mais franchement, c'est un des plans dans le film, et ils sont très rares, c'est un des plans où on voit un peu trop bien que c'est un gars en costume. Et en fait ça tient à rien, je pense que c'est juste les mains de la créature, elles sont fixes et elles tremblotent un peu. Alors si la réaction primitive évidemment c'est l'effroi, c'est le sursaut, ben l'inconscient lui va quand même enregistrer gants en plastique. Mais là encore, excellente conclusion à une excellente scène, super jumpscare, évidemment l'effroi de voir notre héros, le capitaine Dallas, mourir. Terrible. Alors on le voit pas mourir en fait, mais la raison pour laquelle on le voit pas mourir, c'est parce que dans une scène coupée, Ripley découvre que l'alien a maintenu Brett et Dallas en vie pour les transformer en œufs. Alors j'adore cette idée, hein, mais oui, du coup elle rentrerait complètement en contradiction avec ce qu'établissent les suites, l'existence de la reine, des œufs, tout ça. Non, Ridley Scott a attendu des décennies avant de se torcher avec la continuité de l'univers alien. Et il y a un autre détail que j'adore, niveau horreur, qui est très subtil, que personne ne remarque vraiment parce qu'on est tous là encore asphyxiés par la partie de cache-cache. Il y en a un qui a pas dit un mot de toute la scène, le traître, Ash. Non seulement il a pas dit un mot, mais regardez le dernier plan sur lui, cet enfoiré sourit presque. Il est pas inquiet pour Dallas, il est fasciné par l'alien. 5 petits soldats couraient après le démon, l'un fut aspiré par la ventilation. Il n'en resta plus que 4. Là, les personnalités sont exacerbées. Chaque personnage a une réaction différente face au danger. Parker passe en mode agressif. Et par défaut d'ailleurs, c'est notre héros. Ripley est l'une des premières héroïnes de films d'action, en plus d'être une des premières Final Girls de films d'horreur. Lambert perd tous ses spaghettis et veut abandonner le vaisseau, donc on a une réaction fight, une réaction flight. On a Ash qui semble se renfermer, mais c'est un traître, alors on l'emmerde. Et on a Ripley. Ripley qui devient enfin la protagoniste. Kane et Dallas étaient ses supérieurs hiérarchiques, ils sont morts, c'est elle la capitaine. Elle arrive à asseoir son autorité et ils vont suivre le plan de Dallas, bloquer l'alien dans le sas de ventilation et le projeter dans l'espace. Et là, l'hostilité entre Ash et Ripley atteint un paroxysme quand il dit qu'il est encore en train de collecter des données sur l'alien et qu'elle lui suggère de continuer à ne rien faire comme il le fait depuis le début. Bon, c'est pas gentil, mais c'est pas faux. Ripley va donc voir Mother et découvre que ramener l'alien sur Terre a toujours été l'objectif du Nostromo et que les vies de l'équipage sont secondaires. Ash pointe sa grosse tête de traître, se fait malmener par Ripley, il a l'air méga surpris et elle décide de prendre les choses en main, mais Ash la suit et l'agresse très violemment. Ash commence à transpirer du lait, Ripley commence à saigner du nez, Ripley essaye de s'enfuir à 4 pattes, mais Ash la jette sur une couchette, elle est allongée avec la bouche entrouverte, alors Ash essaye de l'étouffer avec un magazine qui n'est pas du tout métaphorique, roulé en tuyau, mais Parker et Lambert viennent pour la sauver. Ils veulent assommer Ash, mais surprise, c'était un androïde depuis le début. Là encore, le travail sur le son est incroyable. Et donc Ash étant hors d'état de nuire, l'équipage peut enfin avoir des réponses dans, chantez avec moi si vous connaissez le refrain, l'une de mes scènes préférées du film. La tête de Ash leur dévoile que leur vie n'a aucune importance pour la compagnie, qu'ils savaient pour l'alien depuis le début et qu'ils n'ont absolument
aucune chance de survie, qu'ils n'ont jamais eu la moindre chance. Beaucoup à déballer dans ces 4 petites scènes. Alors d'abord, si Ripley a le nez qui saigne, c'est à cause d'une scène supprimée au montage à base de dépressurisation du vaisseau. Bah ensuite, niveau reproduction, disons que là, alors, je vais pas pouvoir être très clair, mais peut-être que Ash, très fan de l'alien comme il semble l'être, essaye de l'imiter. Alors il n'a pas lui-même de fonction reproductive, donc il essaye de détruire en enfonçant un tuyau dans la bouche. Ah, je veux dire, il y a même des photos de charme sur le mur, il y a même une photo d'œuf, pour que ce soit le plus clair possible. Ah non, mais là c'est symbolique. Je veux dire, quel genre de scène pourrait bien impliquer une course-poursuite, une agression, du sang et se terminer dans une explosion de fluide organique blanc? Et ben comme j'ai vraiment besoin que cette vidéo soit monétisée, je vais vous dire que je ne sais pas du tout. Je sais pas. Et alors là, niveau anticapitaliste, bon bah j'ai envie de dire qu'on arrive à la conclusion du message. Hein. Il bosse pour une compagnie dont l'intérêt dépasse la vie même de ses employés. Le vrai méchant de ce film, le vrai antagoniste, celui qui est responsable de tous les malheurs dans l'équipage du Nostromo, c'est une compagnie dont le nom n'apparaît à l'écran que 2 ou 3 fois, et encore, faut pas cligner des yeux. Le xénomorphe, c'est une créature qui n'a que 2 fonctions. Tuer et se reproduire. La compagnie, ce sont des hommes qui ont fait un choix conscient. Et d'ailleurs, réexaminons ce dernier constat avec notre casquette science-fiction. C'est le robot de la compagnie. D'ailleurs, Mulder aussi travaille pour la compagnie, Tout ce qui est informatique travaille pour la compagnie dans cette histoire. Et ces entités mécaniques ont qualifié l'alien d'organisme parfait. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. L'organisme parfait, c'est l'organisme qui se reproduit, tue et survit. L'humanité, elle, a été affaiblie. Par ses accouchements aseptisés, par sa dépendance aux machines, au point d'appeler leur ordinateur de bord « maman ». Ce sont des enfants. Et leur technologie ne les protégera pas de la vie. Parce que organisme, ça veut dire être vivant, plus ou moins. Voilà, le xénomorphe est l'incarnation de la vie violente et sans remords, brutale, sans morale, sans pitié. Leurs casques ne les protégeront pas, leurs lance-flammes ne les protégeront pas, leurs sas ne les protégeront pas. Pour battre le xénomorphe, il n'y a qu'une chose sur laquelle l'humanité peut compter. Ce qui fait de l'humanité, l'humanité. Mais avant ça, il faut évidemment que Parker et Lambert meurent. Donc allons-y. Bon, donc ils se séparent, Lambert et Parker vont chercher de quoi lancer la navette, et Ripley va lancer le processus d'autodestruction. Mais Ripley entend le chat, et se met à le chercher. Et là, on a une super subversion des attentes, parce que Ripley est seul, et Parker est toujours notre héros par défaut. En plus, il a une demoiselle en détresse avec lui. Et en plus, Ripley est en train de chercher le chat, donc ça fait écho à ce qui est arrivé à Brett, évidemment. Donc ouais, là, on s'attend à ce que Ripley meure. En plus, on a ces fameux plans voyeuristes, vous vous rappelez, dissimulés, à l'épaule. Il y a une présence avec Ripley. Mais c'était que le chat. Chez Parker et Lambert, par contre... Coucou, tu veux voir ma... Et là, on a une des rares scènes que j'aime authentiquement pas dans le film. En fait, c'est pas une scène, c'est un plan. L'alien menace Lambert, Parker essaye héroïquement de la sauver, mais se fait tuer sans aucune difficulté, puis l'alien tue Lambert. Sauf qu'il est sous-entendu que l'alien... bon, ben là, je vais être obligé de dire le vilain mot, hein, l'alien viole littéralement Lambert. Littéralement. Il y a un plan supprimé où on voit l'alien dresser sa queue dans sa direction, et un plan pas supprimé où Ripley retrouve les cadavres de Lambert et Parker, et la première n'a plus de pantalon. Je veux dire, pourquoi l'alien a retiré son pantalon à Lambert? Là, c'est un peu ridicule. Mais bon, le premier plan a été supprimé, le deuxième est volontairement obscurci, donc ce serait un peu de la mauvaise foi de les critiquer. Par contre, je peux critiquer celui-là. C'est la première victime féminine du film, et il ne la tue pas brusquement et par la tête comme toutes les autres, il la tue lentement et par en bas. Et on peut presque y voir une forme d'érotisation. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a vraiment un effort très clair pour ne pas différencier hommes et femmes dans leur statut de victime. Donc voilà, moi je trouve c'est dommage. Et je trouve ça d'autant plus dommage que si vous regardez bien ce plan, c'est pas Lambert, c'est Brett. Regardez les chaussures. Ce sont les chaussures de Brett, pas celles de Lambert. On voit même des gouttes tomber, parce que c'est la pièce avec la condensation. Bref, là il y a un choix qui a été fait au montage, avec lequel je suis pas d'accord, et que je regrette. Mais bon, on peut ne pas être d'accord, bien sûr. Après, certains d'entre vous vont peut-être me dire de fermer ma gueule de woke, si je ne peux pas apprécier l'une des morts les plus iconiques et les plus terrifiantes du cinéma de science-fiction. Écoutez, on a le droit d'être en désaccord, sans s'insulter, c'est même plutôt sympa. Eh bien moi je ne suis pas d'accord avec ça. Toi ta gueule. Bah non, toi ta gueule. Mais non, mais toi ta gueule. Non, toi ta gueule.
Ça va, David? Alors, impeccable. Pourquoi? Bah... T'as l'air... Ça, là? Oui. Non, c'est symbolique. Ah, c'est symbolique. Ok. Bon, pour le reste de la partie, Ripley engage l'autodestruction du Nostromo, il s'autodétruit dans 10 minutes et la procédure n'est plus réversible après 5 minutes. Donc elle essaye de fuir, mais l'alien est entre elle et la navette. Ça, c'est pas de bol. Alors évidemment, elle veut annuler l'autodestruction et évidemment, elle arrive quelques secondes trop tard. C'est la dernière trahison de Mother. Bref, Ripley doit rejoindre la navette en 5 minutes, elle y parvient, elle récupère Jones au passage et la navette s'éloigne alors que le Nostromo explose, la vie dans la mort, et Ripley célèbre avec un bon one-liner des familles. I got you. Et au passage, c'est sans doute de la suranalyse, mais j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. C'est rigolo qu'elle appelle l'alien Son of a Bitch, alors que juste avant, comment est-ce qu'elle a appelé Mother? Alors c'est léger, mais c'est renforcé par le fait que dans Aliens, la suite, l'une des répliques les plus connues est... Get away from her, you bitch! Et elle s'adresse littéralement à la reine alien, donc la mère des aliens. Voilà, ça rajoute un petit peu d'eau au moulin de la théorie comme quoi Mother serait une mère protectrice pour l'alien plus que pour les êtres humains. Écoutez, même si c'est de la suranalyse, ma foi, c'est rigolo, j'aime bien ce genre de détails. Vous savez ce que j'aime bien aussi? Les erreurs de tournage. Et il y a un truc rigolo dans cette scène. À un moment donné, le caméraman percute Sigourney Weaver qui regarde Ridley Scott pour voir s'il faut couper la scène avant de continuer. Bref, tout est bien qui finit bien, l'alien a explosé, du moins c'est ce que pense évidemment le public de l'époque qui doit être un peu déçu que ça se finisse de façon aussi plate et abrupte, mais n'ayez crainte, public de 79, car nous pénétrons dans la dernière partie. Ripley se détend et se déshabille, met le chat en hibernation et va pour se préparer quand, surprise, l'alien est à bord de la navette. Là, niveau horreur, l'implication est abominable. L'alien n'est pas qu'une bête féroce. Il est plus intelligent que la plupart des hommes. Il a compris que le vaisseau allait s'autodétruire et que sa seule chance de survie était dans cette navette. Alors qu'on pensait que la menace ne pouvait pas être pire, elle passe encore un cap. Ripley enfile une tenue spatiale, s'attache à un fauteuil et éjecte l'alien dans le vide intersidéral, mais il s'accroche, alors elle tire dessus avec un harpon, mais le harpon se coince, donc elle le fait cramer. Et dans un plan que j'adore, le xénomorphe bouge toujours. Il est dans le vide de l'espace, il vient d'être brûlé par le propulseur d'une navette spatiale, et il n'est pas encore mort. T'es une tenace petite saloperie. Bon alors la scène dont j'aimerais qu'on parle, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que mon avis est très nuancé et que ça, la nuance sur internet, dans les médias en général, c'est pas une trend quoi, la nuance. Bonsoir tout le monde, il est actuellement 17h, vous regardez les points sur les culs. Tout de suite, reprenons le débat. Sur n'importe quoi, on s'en fout. Non mais j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé avant la pub. Parce que, Madame Lou, vous n'avez pas dit ce que je pense que vous avez dit. Parce que si c'est le cas, c'est un scandale! Mais tout à fait, monsieur David, tout à fait. Je pense que vous avez raison sur un certain nombre de points. Eh bien, moi, je pense que votre analyse du problème est en grande partie exacte. Oh, alors là, non, excusez-moi, je peux parler. Non, mais là, je me permets de vous interrompre. Je peux parler? Vous vous permettez, Je vous permets, oui. Vous ne m'interrompez pas, j'avais fini ma prise. C'est pas possible, ça! Merci bien. Eh bien, laissez-moi vous dire, et je n'ai pas peur de le dire, laissez-moi vous dire que nos désaccords peuvent faire l'objet de compromis. J'espère bien! Dans l'intérêt de tous. Oh, c'est très sympathique, ça. Très responsable de votre part, hein. Bravo! Donc quand Ripley se déshabille, il y a plusieurs plans où on la voit donc avec un débardeur blanc léger à moitié transparent et elle a une toute petite culotte qui lui arrive à la moitié des fesses et je le sais parce qu'on a 2 plans sur les fameuses fesses. Bon. Alors je sais pourquoi Ridley Scott a voulu faire ça, et j'adore l'idée. D'abord, montrer Ripley en situation d'extrême vulnérabilité. Là, elle a pas de lance-flamme, elle a pas de combinaison, elle est presque littéralement à poil. Et plus encore, sa tenue la montre certes aussi vulnérable que si elle était nue, mais elle la montre aussi dans son intimité comme si elle était dans un gros pyjama en pilou. Et c'est renforcé par quoi? Par ces fameux cadres éloignés, obscurcis et à l'épaule. Elle se croit seule, elle se comporte comme si elle était seule. Il y a aussi une autre analyse de ses choix de costumes et de plans. Ridley Scott voulait exposer la féminité de Ripley avant l'affrontement final. Parce que jusque-là, le personnage de Ripley est assez androgyne finalement. Là, c'est la première fois
qu'elle est femme. Et très franchement, si Dan O'Bannon, Ronald Shusett ou Ridley Scott essayent de me dire qu'ils auraient tourné la scène exactement de la même façon, avec exactement les mêmes plans, si Ripley avait finalement été un mec, je vais me permettre de douter extrêmement fort. J'espère qu'aucun alien ne se cache par ici. Donc voilà, c'est un plan qui expose la belle face à la bête, qui expose la féminité triomphante, et si on va chercher un tout petit peu plus loin, c'est la femme qui se réapproprie la reproduction, et j'insiste, je pense que c'est le cas, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire, et j'adore toutes ces idées. Everything before the word but is horse shit. Mais ça pouvait être fait autrement. L'intimité, la vulnérabilité, la féminité triomphante, ça pouvait être fait autrement, qu'en montrant Ripley presque nue et en filmant ses fesses. Et là, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, mais je vais laisser la parole au professeur Van Gluckenstein pour qu'elle vous parle du male gaze, qui n'a rien à voir avec les merguez. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, dans le laboratoire du professeur Van Gluckenstein, intéressons-nous au male gaze. Conceptualisé par Laura Mulvey en 1975, le male gaze est un concept qui évoque la symétrie dans la représentation des genres au cinéma, mais aussi dans la culture en général. Ça consiste à adopter le point de vue masculin hétérosexuel comme le point de vue par défaut, et à donc présenter les femmes comme un objet de désir. Et le mot important, c'est objet, donc pas un sujet. Par exemple, dans le retour du Jedi, on ne voit pas bien pourquoi Jabba le Hutt aurait besoin d'une esclave dans une pose lascive en bikini. Dans Suicide Squad, les gros plans sur les fesses et les jambes d'Harley Quinn n'étaient pas nécessaires. Et le plus célèbre exemple reste Megan Fox qui répare une voiture dans Transformers. Ce genre de mise en scène renforce les stéréotypes de genre et on peut essayer d'éviter ça en se penchant plus sur ce que pensent et ressentent les personnages féminins. Comme dans Cléo de 5 à 7, Portrait de la jeune fille en feu ou Orgueil et préjugés. Après, et c'est vraiment là que je tiens à mettre de la nuance, Ripley et tous les membres de l'équipage sont les objets de la chasse de l'alien depuis le facehugger. À défaut d'un meilleur terme, c'est très pertinent là qu'elle soit objectifiée, ça la remet en position de vulnérabilité, ça permet de relancer l'attention. Mais il y avait d'autres façons de faire, je sais pas, elle chante une petite chanson, voilà, ça c'est un truc qu'on fait quand on croit qu'on est seul. Et en plus ça symbolise le fait qu'elle est soulagée, qu'elle pense avoir gagné. Et franchement, même pas juste, Caresse Jones, elle le fait déjà dans le film, on l'avait déjà la symbolique de la vulnérabilité et de l'intimité avec ça. Mais franchement, ça, c'est mon film préféré, ça m'amuse pas là de dire au film qui nous a donné Hélène Ripley, ouais, là, t'aurais pu être un peu moins rétrograde, là. Mais ça me paraissait important quand même. Et ainsi s'achève ma quête de défauts d'Alien. Est-ce que j'en ai trouvé 5 ? Ben, il est temps de voir ça. Ah, voilà, donc voilà 5 points positifs et ce que je peux en négatif concernant Alien de Ridley Scott, rangé par ordre d'importance, selon moi. Numéro 10. Plein de détails nuls desquels tout le monde se fout. Non, j'ai pas réussi à trouver 5 vrais points négatifs. Mais ouais, donc on peut parler du fait que pour un organisme parfait, les bouches du xénomorphe n'ont aucun sens, qui peut même pas se reproduire sans autre, donc niveau organisme parfait, c'est pas terrible. Cette explosion n'a aucun sens, les vaisseaux font du bruit dans l'espace alors que c'est pas possible. Les cheveux de Ripley sont trempés, mais ses sous-vêtements sont tout secs. Bref, si t'es totalement infoutu de suspendre ta crédibilité, ce film est bourré de défauts. Numéro 9. Le sexisme. Je racle vraiment le fond de ce que je pense pour trouver de vrais défauts à ce film. Il est très neutre au niveau de la violence sexuelle, ce qui est incroyablement progressiste pour l'époque. Il nous a offert l'une des meilleures héroïnes de blockbuster hollywoodien, mais oui, il y a ce plan-ci, il y a ce plan-là. Mais est-ce que j'ai envie de reprocher son sexisme à Alien, alors qu'il est sorti la même année que Moonraker, par exemple? I am looking for Dr. Goodhead. You just found her. A woman. Au passage, ce personnage s'appelle Holly Goodhead, donc en français elle s'appellerait Sacrée Bonne Pipe. Mais on n'est pas là pour parler du sexisme des films de 79, c'est anachronique, c'est stérile, et surtout, en ce qui concerne Alien, je dirais que c'est carrément injuste, donc on enchaîne. Shut up! Numéro 8. Les animaux.
Alors pour celles et ceux qui se disent que je fais une décharge de woke, là je tiens à ce que ce soit clair, je suis d'accord avec aucun des points que je vous donne là. Je joue le jeu de mon émission et je vous donne quelques rares fois où je me suis dit ouais ça à la limite oui. Et voilà, pas fan du fait que de vrais abats aient été utilisés pour les œufs et pour la scène du chestburster, pas fan du fait qu'ils aient fait peur au chat avec un berger allemand sur le tournage pour le faire feuler. Mais c'est 79, c'est là encore c'est stérile, c'est injuste de le critiquer avec mes critères actuels. Ce serait comme regarder les peintures des grottes de Lascaux et dire manque de perspective, tout ça. Bon, mais les deux derniers points négatifs, là, je trouve que c'était un tout petit peu plus juste. Numéro 7. Un homme en costume. Parfois, on voit que l'alien est juste un gars dans un costume. Un super costume, hein, mais il y a tellement de fois où l'alien parvient à nous faire croire en sa présence que les rares plans où on devine l'acteur dans le monstre, bah, c'est un peu dommage. Mais c'est rare. Mais ça arrive. Donc voilà. Point négatif. Alors par contre le prochain... Numéro 6, ce cut. Ce cut là, je suis désolé, il va prendre pour tous les points négatifs que j'ai pas trouvé, ce cut est dégueulasse. C'est absolument impardonnable de la part de Ridley Scott et de Terry Rawlings et Peter Weatherly, les monteurs du film. C'est impardonnable, vous dis-je, qu'en voyant ce cut, il se soit dit... Là, c'est bon, ça fonctionne, l'illusion est complète, le public n'y verra que du feu. En plus, la tête ressemble pas du tout à Ian Holm, l'acteur qui joue Ash. Alors apparemment, elle ressemblait plus avant, mais la chaleur des projecteurs l'a déformée, mais je critique pas la tête, je critique le cut. Là, cette transition-là, abominable, honteuse. Il aurait suffi d'avoir un plan en contre-champ, et boum, tu reviens, la tête a changé, ça passe crème, le cas de le dire. Mais non, nous avons ce cut ignominieux qui ruine complètement le film. Tout le monde devrait avoir honte, même le public, de l'avoir regardé, ce cut. Voilà. Bon, bah on va passer aux qualités du film alors. J'ai réussi à en trouver 5. Numéro 5, l'atmosphère. Ok, alors je triche peut-être un peu parce que l'atmosphère est un résultat et on parlera de ce qui engendre ce résultat en partie dans les autres points positifs, mais en fait, c'est peut-être ce qui te restera le plus longtemps après avoir vu le film. Cette impression d'être traqué, d'être enfumé, d'être en danger, seul au milieu de nulle part avec le danger qui rôde et qui est activement à ta poursuite. C'est pas une coïncidence si j'ai plusieurs scènes préférées dans ce film. Alors certaines ont plus trait à la caractérisation des personnages et on va y revenir, mais la plupart d'entre elles construisent l'atmosphère du film. Les œufs abominables baignés dans la fumée, la terrifiante scène du chestburster, la mort de Brett dont chaque seconde exude le danger, celle de Dallas prisonnier dans les aérations, le dernier dialogue avec Ash qui noie dans l'œuf toute velléité d'espoir. Et on pourrait se dire, bah oui, il fait tout noir, boum, l'atmosphère est pesante, mais non, il y a plein de scènes qui se passent dans un blanc immaculé, incluant des scènes qui alimentent cette atmosphère, et pas par contraste, hein, qui contribuent très directement. D'ailleurs, je vais en profiter pour évoquer un truc. Dans ma quête de points négatifs, j'ai vu évidemment plusieurs critiques négatives d'Alien, et notamment quelque chose qui revient parfois, c'est que la première partie du film est trop lente. Alors, elle est lente, oui, mais pour moi, c'est constitutif de l'atmosphère du film, et c'est très important pour la tension. Alors, même avec la pire mauvaise foi, je peux parler de défauts dont je me fous complètement, je peux pas présenter comme un défaut ce que je considère comme une qualité. Mais parlant de ce qui contribue à l'atmosphère, nous avons un facteur que je n'ai pas souvent l'occasion de saluer. Numéro 4, l'ambiance sonore. Le son, c'est le sel d'un film. Néglige-le, ton film sera fade. Repose-toi trop dessus, ce sera un cartoon. Le son doit tout renforcer en se faisant oublier. Et parfois, t'as une note de sel que tu remarques et qui est parfaite. Le son du sabre laser, le cri de Godzilla, la respiration à la fin d'Halloween, bref, le son, c'est méga important. Et Alien défonce tout avec son ambiance sonore. Alors on pourra pas parler de tout, mais quelques éléments. Le vaisseau émet toujours un fond sonore qui ressemble tantôt à une respiration, tantôt à un battement de cœur, ce qui participe au mélange entre technologie et vivant. La mort de Brett est un chef-d'œuvre en termes d'atmosphère sonore. Le silence est troublé par les gouttes d'eau et les cliquetis des chaînes. Alors déjà, pour que les chaînes se touchent, il faut qu'elles soient agitées par quelque chose. Et ensuite, le son des gouttes est tellement fort, amplifié par le fait qu'elles tombent sur la casquette. Tu peux pas ne pas te dire « Ah ouais, tiens, une goutte sur une casquette, ça fait exactement ce son-là ». Bref, tu es conscient du son. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est mon analyse, parce que ça simule une hyper-vigilance. Quand tu as très très peur, tes sens sont exacerbés. Et la raison pour laquelle Ridley Scott a autant recours au son, c'est parce que c'est vraiment terrifiant. Tu vas avoir naturellement bien plus peur de ce que tu entends mais ne vois pas que de ce que tu vois. C'est une question d'inconscient en fait. La peur c'est quoi ? C'est une émotion. L'émotion elle est où ? Elle est dans ta tête. Ok. Et elle va de pair du coup avec l'imagination. Si tu croises un ours dans une forêt, tu n'as pas peur de l'ours. Tu as peur que l'ours t'attaque. Or il n'est pas en train de t'attaquer. Là, c'est ton imagination qui fait les liens, et qui a bien raison d'ailleurs. Et l'imagination est bien plus stimulée par le son. Si tu vois un ours dans la forêt,
tu sais ce que c'est, tu sais où il est. Si tu entends un ours dans la forêt, tu sais pas quelle taille il fait, à quelle espèce il appartient. Tu ne sais rien et tu ne sais pas où il est. Et alors, si le son est proche et que tu le vois pas, là, bah... bienvenue dans l'univers d'Alien. Quelques autres exemples de construction sonore, le détecteur de mouvement dont le bruit évoque celui d'un rythme cardiaque qui s'emballe, le couinement de hache quand il commence à dysfonctionner à mi-chemin, là encore, entre l'humain et la machine, la mort de Lambert, parce que du coup, comme on voit pas Lambert mourir, tout ce qu'on a, c'est donc le fameux plan que j'aime pas, et après, on a cette combinaison de sons dans le Toki de Ripley. Et notez bien que j'ai noté silence, parce que le silence est un choix sonore aussi, avec lequel Alien joue d'ailleurs à la perfection. Le chaos, puis le silence. C'est un outil de tension très efficace et qui revient après la mort de Kane, après celle de Brett, après celle de Dallas. Enfin voilà, pour finir ce point comme je l'ai commencé, l'assaisonnement sonore de ce film est maîtrisé à la perfection. Numéro 3, le xénomorphe. Bon bah oui, hein, oui, voilà, je vais dire, c'est l'héritage qu'Alien aura laissé au monde de la culture, même pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler du film. Un œuf organique ignoble, qui n'est en fait pas un œuf, parce que les œufs ça fonctionne pas du tout comme ça, je sais pas si vous êtes au courant. Là ça s'appelle un ovomorphe. Et de cette chose jaillit un facehugger qui s'accroche au visage de sa victime pour pondre dans sa gorge. Si tu essayes de l'enlever, il t'étrangle par réflexe. Ensuite le facehugger meurt et un chestburster sort de ton ventre, puis ce chestburster mue et devient le monstre le plus cool de l'histoire de la SF et de l'horreur. Noir comme la nuit, moitié humain, moitié machine, moitié insecte, moitié monstre, tu te démerdes avec une tête démesurément longue, des crocs argentés, une bouche rétractable dans sa bouche pas rétractable, une lame au bout de la queue, ah oui, et du sang tellement acide qu'il ronge le métal, bien sûr. C'est littéralement un des meilleurs monstres de l'histoire du cinéma. Si tu devais faire un Mont Rushmore des monstres du cinéma d'horreur, il serait dedans. Si tu devais faire un Mont Rushmore des monstres du cinéma de SF, il serait dedans. Et le design et les capacités du xénomorphe ont inspiré des centaines de monstres. Les formes inachevées de Cell et de Frieza dans Dragon Ball, les éclaireurs dans Infinity War récemment, les monstres de A Quiet Place, les démons gorgons dans Stranger Things. Bref, là où il y a de gros aliens sombres avec des membres fins, peut-être une tête allongée, sans yeux, avec des gros crocs, et si en plus ils se reproduisent en pondant dans leurs victimes et saignent de l'acide, vous avez directement l'influence du xénomorphe. Et anecdote rigolote additionnelle, le mode de reproduction des xénomorphes est en partie inspiré des guêpes de la famille des Ichneumonidae, dont la vaste majorité pondent leurs œufs dans des larves d'insectes encore vivantes pour que leur progéniture, en naissant, se nourrisse de leur hôte. Encore vivant. Ces insectes sont aussi appelés en anglais guêpes de Darwin, Darwin wasps, ce dernier ayant écrit à leur sujet, et je paraphrase, « Comment croire en un Dieu bienveillant quand ces créatures existent ?» Amen mon frère, amen. Perfect organism. Numéro 2, les décors. J'ai hésité dans l'ordre de mon top 3, mais vraiment ils sont premiers égalité, mais les décors dans Alien sont complètement dingues. Il y a LV426 dont nous avons déjà pas mal parlé, designé par H.R. Giger, mais il y a aussi et surtout le décor principal du film, le Nostromo. Ils ont conçu le Nostromo pour qu'il soit le plus vraisemblable possible, et pour ça, il y a 3 plateaux différents, ou 3 ponts si vous préférez. Il y a le pont A avec la pièce de vie, l'infirmerie, globalement dans les tons clairs, le pont B, gris avec tout ce qui est technique, et le pont C, alors là c'est noir, gris foncé, et c'est la grosse machinerie. La plupart des éléments de l'intérieur du Nostromo sont de vieilles pièces d'avion, bref, de vieux tas de ferraille qui ont déjà servi, ce qui renforce l'impression de tas de ferraille volant, quoi. J'ai tellement d'anecdotes à vous raconter. Ça, là, par exemple, c'est un système de symboles élaboré par Ron Cobb pour les membres de l'équipage. Chaque élément a un sens. Le symbole d'antigravité est super rigolo. Et je sais pas si la marque Purina a été très inspirée de choisir le symbole danger pour leur logo. C'est une blague. Les décors font facilement 50% de l'atmosphère d'horreur à eux seuls. Vous avez remarqué comme souvent on voit le sol et le plafond, ça donne vraiment l'impression d'être enfermé. D'ailleurs, le plafond est souvent trop bas pour les acteurs. Ils sont très souvent obligés de s'accroupir un peu. Évidemment, il y a de l'encens tout le temps, ce qui renforce l'atmosphère angoissante et donne énormément de relief à la lumière et au décor. Ils ont aussi eu l'intelligence de laisser des éléments de tournage dans le cadre quand ça pouvait correspondre à l'ambiance du Nostromo. Donc ça implique vraiment beaucoup de lumière, mais aussi des rails pour la caméra sur ce plan-là. Ils ont aussi utilisé des miroirs pour donner l'impression que le plateau était encore plus grand qu'il n'était réellement. Regardez sur ce plan, on voit le reflet des acteurs. Enfin, bon, les décors du film sont vraiment son énorme point fort au niveau de la réalisation, d'après moi. Numéro 1, les personnages. Alien était un pari assez risqué pour une raison évidente, c'est un huis clos. Et pour que tout fonctionne, il fallait que 1. Le monstre soit parfait, parce que tu fais un monstre moyen, tout le film se casse la gueule.
2. Le décor soit parfait. Le Nostromo, il a aucune identité, ton huis clos a aucune identité. Et 3. Sans doute le plus important, il faut donner du relief, de la substance à tes personnages. Alors ce point, ce numéro 1, a failli être replay seulement, mais en écrivant la vidéo, j'ai pris conscience du point auquel chaque personnage était écrit de façon intelligente. Ils sont 7, alors ça va aller vite. D'abord on a Lambert. Ok, alors c'est le seul personnage qui aurait pu bénéficier d'un peu plus de substance. Pour le coup, son rôle se réduit à avoir peur, et du coup, c'est sans doute le plus réaliste. La plupart d'entre nous seraient paralysés par la terreur, suppliants, sanglotants, bref, la plus réaliste oui, pas la plus intéressante. Ensuite, Brett, la victime facile, celui qui est là pour mourir. Et il est surtout là pour servir de comic relief, mais il est aussi là pour être un point de comparaison, pour mettre en relief celui avec lequel il travaille le plus directement, Parker. Pour moi, Parker est le meilleur personnage du film après Ripley et le Xénomorphe. C'est un véritable héros, le seul à vouloir se confronter à la créature, 2 fois. Celui qui fait les remarques les plus pertinentes, celui qui donne les meilleurs conseils, celui qui ne risque sa vie qu'en dernier recours pour sauver sa camarade, mais aussi celui qui connaît et respecte sa position hiérarchique, bref, la perle un peu cachée de ce film. Ensuite, on a Kane, notre Red Herring, celui dont on pensait qu'il serait le héros, et en fait, non. Le plus curieux de tous. Et dans cette sinistre fable, la curiosité est un très vilain défaut, qui peut tout de même te rapporter l'une des scènes de mort les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Le capitaine Dallas, évidemment, loyal, neutre, mort par devoir. Et on remarque un truc, c'est que tous ces personnages ont une caractéristique qui les rend à chaque fois très humains. La vulnérabilité de Lambert, la bêtise de Brett, le courage de Parker, la curiosité de Kane, la loyauté de Dallas, et plus tard, évidemment, l'intelligence, la débrouillardise et l'empathie de Ripley. Il nous manquait juste un ou une artiste à bord, ça aurait pu être Lambert, pourquoi pas, et on avait un très bel échantillon représentatif de ce qui fait l'humanité. Et pour faire contrepoids à ça, bien sûr, nous avons le traître, le robot dans l'organisme, H, dépourvu d'empathie, d'intelligence, l'agent du capitalisme incarné par Weyland Yutani. Le cyborg est un excellent antagoniste secondaire. J'ai du mal à croire qu'il n'était pas dans le script de base tellement il est indispensable au film. Et enfin, bien sûr, votre héroïne et la mienne, Ripley. Vous avez remarqué, je l'appelle jamais Hélène Ripley, parce que les personnages n'ont pas encore de prénom dans Alien, elle devient Hélène Ripley que dans la suite. Et elle devient encore plus badass, évidemment, mais elle n'a pas besoin d'être Hélène pour déjà être Ripley. Celle qui a le courage et la clairvoyance de respecter le protocole quand le bien-être de ses collègues est en jeu, celle qui a l'intelligence de se méfier du double jeu de H, celle qui refuse de se sauver sans sauver le chat, celle qui a fait tout son arc de 3e roue du carrosse à dernière survivante du Nostromo, comme je vous l'ai dit, l'une des premières héroïnes de films d'action et l'une des premières Final Girls. Alors bon, histoire d'être précis, je vais quand même nuancer, c'est pas la première, ni dans un cas ni dans l'autre. La première Final Girl classique, c'est Sally dans Massacre à la tronçonneuse, et la première héroïne de film d'action, à ma connaissance, j'ai peut-être tort, c'est Foxy Brown dans le film éponyme, tous les deux sont sortis en 74, 5 ans avant Alien. Mais ce qui fait de Ripley l'un des meilleurs personnages de cinéma, tout genre confondu, c'est qu'elle est faillible. Très faillible. Elle garde la tête froide, mais ça lui arrive de réagir spontanément. Elle rassure Lambert, mais elle aussi, elle est terrifiée. Elle est loyale, mais elle n'est pas soumise. Elle est courageuse, mais elle n'est pas stupide. Et le fait que ce soit une femme, par contre, 79, là encore, ça démultiplie l'intérêt du personnage. Mais si Ripley est devenue la légende qu'elle est devenue, c'est aussi, peut-être surtout, grâce à son arc dans Aliens de James Cameron, la suite d'Alien de Ridley Scott, mais ça, c'est une histoire pour éventuellement une autre vidéo. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off. Et voilà, c'était Alien de Ridley Scott. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci pour votre patience. Ça a été beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé. Et en même temps, c'est mon film préféré. J'aurais un peu pu le voir venir. Et la prochaine fois, on parlera d'un petit film nul. Voilà, ça sera reposant comme ça. Mais d'ici là, un remerciement à mes Plectrions de niveau 3 et plus. Et notamment, on dirait un nom d'alien, c'est parfait, Oxantios, le maître de tous les cookies, Cookistador. Je suis sûr qu'il planque des rebelles. Yavin, Star Wars. Mon frangin, mon poteau, mon fratin, Andrea Martini, au shaker pas à la cuillère, évidemment. On remercie Doki, qui est le seul Plectrion à être une héroïne de Tarantino, mais à l'envers. Mais est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Abigail Tillman! On fait ce qu'on peut. Et enfin, même si ça va foutre en l'air mon régime, un grand merci à Arthur Burger. Nous, on se retrouve mardi sur Twitch, sur la chaîne LinksTS. Le lien est dans la description pour parler de cet épisode. Et en plus, je vais sortir 10 YouTube Shorts avec des anecdotes sur Alien dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Oui, 10 anecdotes en plus. Il s'arrête jamais de parler, ce con. Et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!